c'est un regard plus que... D'abord, bonjour à tous, excusez-moi. C'est un regard plus que positif que je porte. Effectivement, cet événement a été, à mon sens, sur le plan de l'organisation, une réussite. Et j'en profite ici pour remercier toutes les équipes qui ont participé, qui depuis de longs mois ont travaillé sur ce dispositif et qui voient la concrétisation de cet événement, de ce championnat du monde. Que dire? Que l'équipe, que le World Para-Athlétisme nous a dit tout à l'heure que ça avait été une belle manifestation, qu'ils étaient enchantés, que c'était vraiment réussi. Je suis désolée, je répète plusieurs fois le mot réussi, mais c'est une réalité. Et en toute modestie surtout. Vous dire aussi qu'il y avait... on a eu un franc succès avec les bénévoles, puisqu'il y a eu plus de 2500 candidats. On en a retenu 1500. Les bénévoles étaient là depuis une semaine avant le début des épreuves, sont toujours là, il n'y en a aucun qui manque à l'appel, et ça veut dire que les bénévoles se sentaient bien. C'est important pour nous parce que la fédération fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Il y a des salariés aussi, mais les bénévoles sont pour nous indispensables, et voilà. Ensuite, sur le point de la billetterie, on a eu c'est la première fois qu'il y a une billetterie payante sur un événement parasportif. En tout cas, sur un événement handisport. Et c'est vrai qu'on a écoulé 125 000 billets, alors qu'ils soient achetés ou émis dans le cadre de la billetterie solidaire, c'est-à-dire que des collectivités ont reçu des billets pour inviter les gens qu'elles souhaitaient, les centres aérés, ou les gens pour qui c'était nécessaire. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont venues avec une moyenne linéaire de 10 000 personnes par jour. Alors certains diront, c'est pas beaucoup, pour nous c'est énorme, et j'avoue qu'on en est très fiers. Ensuite, sur le plan des médias, on a accrédité 450 médias, et il y a eu plus de 2500 retombées presse. Et c'est pas fini, je compte sur vous. J'imagine que demain, il va y en avoir encore plus. En tout cas, merci aux médias d'être ici présents. Ça témoigne de l'intérêt que vous portez maintenant au parasport. Et pour nous, c'était indispensable. Indispensable de se faire connaître pour qu'on puisse développer le sport. Parce que c'est vrai que c'est par la modélisation qu'on arrive par la suite à pouvoir transmettre l'envie de pratiquer, que ce soit sur le haut niveau ou pas forcément, pour faire du loisir, pour faire du sport santé, mais pour montrer que c'est possible, quand on a un handicap, quand on est en situation de handicap, de pouvoir pratiquer une discipline sportive. On avait aussi mis en place une proposition complémentaire d'accès au spectacle sportif à travers une application gratuite d'audio-description en français et en anglais. Bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui est content dans la salle. Merci. Merci de le dire en tout cas. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de façon à n'exclure personne, parce que la fédération, handisport est une fédération d'inclusion. Donc personne ne reste sur le bord de la route. On est enchanté de ça. Et je voudrais terminer mon propos simplement en disant en remerciant les clubs, parce que c'est toujours des belles histoires, tout part des clubs. Et pour nous, c'est extrêmement important de leur reconnaître cet avantage, cette participation. Sans eux, nous ne saurions rien. C'est grâce aux clubs, aux comités départementaux et régionaux, aux territoires que nous pouvons avancer, et c'est avec eux que nous allons avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guylaine. Je vais me tourner vers Guy Antanon. Guy, c'était votre premier mondial à la tête de cette équipe de France d'athlétisme handisport. Quel est votre sentiment avant la dernière session qui va arriver, et on va encore voir de belles courses? Oui, premier mondial, bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci d'être présent, de nous avoir suivis toute la semaine. Et par rapport à mes sentiments, ils sont partagés, bien sûr, sentiments partagés, puisque
On ne va pas dire que c'est une réussite. Moi, en termes d'organisation, ok. En termes de réussite sportive, on attendait beaucoup mieux. J'attendais beaucoup mieux également, puisque je vous avais annoncé entre 5 et 7 médailles. Pour le moment, le compteur est bloqué à 4. Mais c'est on va dire, une réussite stratégique sur ce qui commence à se mettre en place. Il y a un travail au sein de l'organisation de l'équipe de France, les règles qui sont imposées, la stratégie sportive qui commence à payer ses fruits. On a eu beaucoup de jeunes dans cette équipe, 14 nouveaux sélectionnés, 14 fois ces jeunes ont participé dans ce championnat du monde. C'était la première fois qu'ils foulaient une piste lors d'un grand événement comme celui-là. Et pour moi, ce sont des perspectives qui sont excellentes pour préparer l'an prochain, donc les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, pardon. Les Jeux Paralympiques, je vais être repris par Samy tout de suite. Donc, on s'est engagé sur une voie qui permet, en fin de compte, de créer de la solidarité, de l'envie, de l'enthousiasme au niveau de cette équipe. Et les résultats sont relativement bons, on va dire. Ils sont relativement bons. Il y a eu beaucoup de records personnels, de season best. On a eu 36 finalistes, tout de même. Au niveau, il y a eu 2 records d'Europe. Il faut le rappeler. On a décroché 5 quotas, 11 5e places. Donc ce n'est pas un bilan négatif en soi, mais on va pas se réjouir. On va pas se réjouir de ce niveau. On prend date, on connaît les axes d'amélioration et on va tout faire pour que justement ces 5e places se transforment en bronze, en argent, voire en or chez ces jeunes. Et puis je voudrais aussi dire qu'on a perdu des leaders. On a perdu un Dimitri Pavadé qui aurait pu aussi nous permettre de briller justement dans ce championnat du monde. Ça nous retire justement une des médailles que l'on avait ciblées, qui était, on va pas dire quasi acquise, parce que c'est jamais quasi acquis, notamment dans les concours. Mais voilà, on est sur la bonne voie. Il y a beaucoup de frustration concernant la personne que je suis. On arrive ici pour faire de la médaille et on ne va pas se contenter de 4 médailles de bronze. Donc pour l'an prochain, voilà, on sait ce que l'on a à faire. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la préparation peut-être de ce championnat du monde et l'avenir, du coup, à l'issue, les axes de travail? Oui, la préparation, elle a démarré. Alors moi, j'ai pris en cours de route. On est arrivé au mois d'août l'an dernier, mais j'ai surtout commencé à pouvoir œuvrer, travailler à partir du mois d'octobre. Il a fallu faire un petit tour d'horizon de ce qui se passait au niveau de la Fédération française handisport et notamment au niveau du parathlétisme. Et puis cette préparation, elle n'a pas été... Je ne l'ai pas mise en place sur le papier, je l'ai appliquée. On a appliqué une feuille de route qui était celle qui avait été faite par mes prédécesseurs. Et aujourd'hui, on se dirige vers une autre feuille de route. Une autre feuille de route qui sera celle qui va être appliquée pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Et puis voilà, c'est un travail qui est collectif. Je remercie d'ailleurs Samy à mes côtés, Olivier et Grégory qui m'accompagnent justement dans cette mise en place de feuilles de route pour l'an prochain. Et puis je remercie aussi Guylaine, puisque c'est une totale confiance qu'elle nous a donnée concernant cette feuille de route pour l'an prochain. Merci Guy. Je vais me tourner vers Olivier Degnaud. Vous êtes présent depuis un certain nombre d'années au sein de cette équipe de France d'athlétisme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment elle a vécu là, sur cette dernière quinzaine? Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Dans un premier temps, je voudrais revenir sur l'arrivée de Guy en tant que manager. Alors s'il utilise le terme olympique régulièrement, c'est que c'était un entraîneur qui a de l'expérience, qui vient du monde olympique et qui encore aujourd'hui entraîne des sportifs de très haut niveau comme en ce moment Jimmy Vico. Donc l'arrivée de Guy a apporté, je dirais, avec son expérience, il a réussi à poser un cadre. Il
il s'est attaché à rencontrer tous les athlètes potentiellement sélectionnables en équipe de France. Et il a tout fait pour mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles lors de ce dernier stage qu'on a fait et tout au long de l'année en mettant en place un accompagnement. Sa présence, moi qui ai vécu quelques championnats du monde, et j'en suis pas mon premier puisque mes premiers championnats du monde datent de quelques années, je ne vais pas les compter mais j'en ai fait quelques-uns. Avec cet accompagnement, sa présence donc très rassurante et je prends pour exemple, l'accompagnement qu'on a réalisé avec Valentin Bertrand. Valentin Bertrand est un athlète qui a fait sa médaille de bronze ici et qui avait fini 8e aux derniers Jeux paralympiques à Tokyo. Valentin a pris la décision d'aller s'entraîner aux Pays-Bas, en Hollande. Et je sais que Guy a rencontré personnellement son entraîneur, il a fait des visios, il a accompagné Valentin dans son projet. On a trouvé donc cet entraîneur hollandais et c'est même avec lui que nous avons finalisé ce concours de longueur qui a mené Valentin vers une excellente performance et qui, je crois, n'est pas fini puisqu'il avait eu les médailles de bronze et peut-être que ça va aller beaucoup plus loin l'année prochaine. Donc c'est une collaboration entre deux pays. Et d'autre part, je prends l'exemple de Manon Geneste, que vous allez voir dans l'accompagnement, qui avait fait le choix, donc, qui a fait une année 2022 blanche puisqu'elle a mis au monde une petite fille, Juliette. Elle a repris la compétition en 2023. Je vous explique tout ça, c'est pour vous donner des exemples concrets sur l'accompagnement qu'a mis en place Guy et qui est vraiment important, je trouve, parce que c'est vraiment personnalisé. Tous les anciens le remarquent. Et donc, il y avait un triple projet d'être maman, de continuer donc, à travailler, de reprendre la compétition sportive. Manon avait fini 4e à Tokyo. Et là, elle a eu une belle médaille de bronze. Elle est passée de 4,60 m en 2021. Elle a battu son record cette année tout en continuant à s'occuper de sa petite fille. Et grâce, je dirais, tout ce qui a été mis en place avec, bien sûr, l'appui du ministère des Sports, l'ANS, la MRP de Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, la Fédération française handisport qui nous a accompagnés sur ce projet. Et lors du dernier stage à l'INSEP, on a pu mettre en place un emploi du temps adapté à Manon pour qu'elle puisse continuer à allaiter sa petite fille. Et puis, donc, avec l'accompagnement de son entraîneur également, puisque la Fédé prenait en charge une partie. Donc, je dirais que ça a porté ses fruits. Ça n'a pas porté ses fruits au niveau des médailles pour le reste du groupe, mais comme vous l'a dit Guy, il y a 14 athlètes qui ont leur première sélection au niveau mondial cette année. C'est important de savoir aussi qu'au niveau de la placing table, c'est-à-dire que quand on compte le nombre de finalistes dans une compétition, on se retrouve aujourd'hui à la 15e place. Ça veut dire que le ventre mou de l'équipe de France est en train de monter. Et comme le disait Guy tout à l'heure, on va essayer de transformer ces 5e places, parce qu'on a énormément de 5e places, on est les champions du monde des 5e places. On va essayer de monter ces 5e places vers le plus haut d'ici l'année prochaine. Alors, je ne sais pas si c'est une opération commando qu'on est en train de mettre en place, mais pas loin. Mais en tout cas, on va continuer à accompagner tous les athlètes qui font partie de ce groupe. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, le 8 septembre, et on fera le bilan à ce moment-là. Là, vous savez, on est parti, il est arrivé en septembre. Cette année, on a fait un 800 mètres. Là, on fait un 800 mètres, pour ceux qui connaissent, qui fait référence à Dave Wattle, l'homme à la casquette, en 1972. Vous allez voir, il part derrière, le premier tour, il est derrière. Et c'est lui qui est champion olympique, pour le coup olympique, au 800 mètres. Il gagne sur la ligne d'arrivée. D'accord? Vous irez voir les images, pour ceux qui... J'étais petit, mais je me souviens encore de cette finale. Et bien nous, c'est pareil, on est parti. On a un peu de retard à l'allumage, et je vous garantis que la dernière ligne droite, elle va être terrible. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour à tous. Vous parlez d'opération commando et de rendez-vous dans un an. Est-ce qu'on ne peut pas se demander si c'est un peu trop tard de mettre tout ça en place avant des Jeux Olympiques quand on sait tout ce que ça demande en termes d'investissement, de préparation pour les athlètes? Je vous dis 2 mots, après je passe la parole à Guy. Pour moi, un entraîneur qui dirait c'est trop tard, il n'a pas sa place ici. Je crois que la réponse vient d'être donnée. L'opération commando, c'est pas une opération commando, ça va être aussi d'accompagner au plus près les entraîneurs, d'accompagner au plus près les athlètes. Il va falloir cibler justement quels sont les athlètes à accompagner
c'est même pas que les athlètes, c'est cette performance qui va être à accompagner, quels que soient les staffs, athlètes, entraîneurs et entourage de ces différents groupes d'entraînement. Et puis c'est pas trop tard, non, parce que je pense que quand on est entraîneur et qu'on vise de la performance, il est jamais trop tard. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il y a toujours un espoir. Et là, moi, je le vois, cet espoir, je le vois grâce à tous ces jeunes. Et après les épreuves, je fais des bilans avec eux, je les rencontre à la fin des courses, ou des concours. Et je vois des énormes envies, des athlètes qui sont frustrés. Alors, certains vont dire on est déçus, mais je crois qu'il y a ces deux émotions qui sont très proches, la déception et la frustration. Et là aujourd'hui je suis content, moi, quand ils me disent je suis frustré, j'ai pas donné ce que je pouvais, parce qu'il y en a 3-4 qui sont passés à côté de leur championnat du monde, mais ce ne sont que ces 3-4. Tous les autres sont à leur niveau, ils ont constaté que le niveau s'était extrêmement relevé, c'est une concurrence féroce que l'on a. Je crois qu'il y a plus de 32 records du monde battus. Il doit y avoir 120 records continentaux. Voilà, c'est énorme, c'est-à-dire que là, ils ont pris conscience, ces jeunes ont pris conscience que le niveau s'était élevé et qu'ils allaient devoir travailler. Et là, il n'y a qu'un seul mot, c'est le travail, et on va travailler. Et donc on va travailler à les accompagner, et c'est ça qui va être important. Donc c'est pas trop tard, on est bien entouré, c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif, et ce travail collectif, on va le mener jusqu'au bout. Merci Guy. Samy, il y a une question peut-être, Clément? Non, juste avant pour compléter, je pense que, comme le dit Guy, la Fédé doit ambitionner mieux, doit rêver mieux et peut faire mieux. Aujourd'hui, il y a un cadre qui a été fixé. On a mis une première pierre sur ces championnats du monde avec 14 nouveaux sélectionnés. Ça faisait très longtemps que cette équipe n'avait pas été autant rajeunie. Sur 29 sélectionnés et 28 présents suite à la blessure de Dimitri, c'est-à-dire plus de 50% de l'équipe qui vit ses premiers championnats. Maintenant, Paris sera une nouvelle étape. Il faut concrétiser à Paris, il faut réussir à transformer ces 5e places en 3e place, mais il faut aussi, et vous l'avez vu, il y a de nombreuses épreuves, il y a énormément de podiums en jeu, on doit être capable d'exister au-delà des 28 athlètes, on doit être capable d'exister au-delà des 11 5e places, et donc il va y avoir ce travail-là de structuration pour d'une part permettre à ceux qui sont 5e de monter sur la boîte, à ceux qui étaient 3e d'aller plus loin, et d'étoffer et de structurer vraiment cette dynamique de perf au sein de la Fédération française d'e-sport. Suite à l'arrivée de Grégory, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux changements, un nouvel organigramme, un nouveau responsable de la perf athlée. C'est un paquebot, le sport de haut niveau. Il faut le temps de changer de cap, il faut le temps de travailler, ça prend du temps. Les nouveaux standards vont commencer à s'installer. La nouvelle rigueur, ou plutôt cette prise de conscience de ce qu'est le paralympisme aujourd'hui, quand on voit les moyennes d'âge, le rajeunissement de l'ensemble des nations, l'émergence de nouvelles nations, il n'y a plus le choix, il faut travailler, ça se construit au quotidien. Charge à nous maintenant, avec Guy, avec Greg, avec Guylaine, avec Olivier et l'ensemble de l'équipe, de les accompagner pour qu'ils s'approprient ces codes-là et qu'ils les mettent en œuvre au quotidien de la meilleure manière possible. Bonjour. Je crois que Guy, vous en discutiez, il me semble, avec une de mes confrères hier, sur la question de la gestion de l'émotion. Comment on fait quand on est athlète, on passe d'une compétition comme celle-là, donc les championnats du monde à Paris, à un événement qui sera probablement décuplé au niveau émotionnel l'année prochaine. Comment on fait pour digérer un petit peu tout ça, et ça va être quoi un peu les axes d'amélioration entre nous? Alors ça, on a commencé. On a commencé puisque lors du stage à l'INSEP, on les a mis non pas en confrontation, mais en échange. En échange avec deux athlètes qui ont vécu des championnats du monde à la maison et qui ensuite ont vécu des Jeux Olympiques dans la foulée. Alors pas des Jeux Olympiques à la maison, mais ils ont commencé à travailler sur cette gestion de l'émotion en échangeant avec Christine Aron, Ledge Doucouré. Ils ont beaucoup parlé sur justement comment gérer une chambre d'appel, comment gérer un championnat. Il y a eu énormément de questions autour de ça. Et là, dans les stratégies qui vont être à mettre en place, et ben, ça va être un accompagnement. J'en ai encore discuté pas plus tard qu'avant cette conférence de presse. J'en ai discuté avec le médecin fédéral, Valérie Taureau, et on a l'intention justement de mettre en place un dispositif, on va dire, de préparation psychologique ou de préparation mentale. Alors ça ne veut pas dire que nos athlètes sont en difficulté psychologique, mais certains d'entre eux ont eu du mal à gérer cet événement. Ils ont été surpris
ils ont été surpris parce qu'il y a eu de l'engouement, le public était là pour les porter, et certains se sont laissés déborder par cet événement. Ils se sont laissés déborder par l'événement, ils se sont laissés déborder aussi par vous, les médias. Ils ne s'attendaient pas à autant de lumière. Et on va les accompagner au plus près. On va mettre en place des accompagnements au niveau des maisons régionales de la paire pour les tout meilleurs. Et puis on va essayer d'accompagner aussi ceux qui sont un petit peu derrière dans cette gestion d'événements. Bonjour, Guillaume Batin, Radio France. Cette semaine, l'équipe de France U20 de rugby a gagné la Coupe du Monde et notre consultant rugby disait « On est champion du monde parce qu'on a le vivier, on a des clubs extraordinaires en France et c'est pour ça qu'on est champion du monde des U20 et que peut-être les A seront champions du monde. » Vous remerciez les clubs tout à l'heure, Guylaine, mais est-ce qu'on a le vivier en e-sport en France? Est-ce qu'on a suffisamment, depuis quelques années, suffisamment d'athlètes pour performer dans plein de catégories où il n'y a pas de Français, plein de catégories de handicap où il n'y a pas de Français? Merci. Le vivier, faut être honnête, non, on ne l'a pas. On ne l'a pas, et c'était aussi un des enjeux d'organiser ces championnats du monde. C'est-à-dire que bien souvent, et on l'a senti ces derniers jours, quand on organise un championnat du monde de cette qualité, on s'imagine que l'équipe de France est armée et prête à aller rivaliser avec les meilleures nations. Sauf que pour nous, l'enjeu, il est aussi là. Réussir à faire prendre conscience à l'ensemble des associations qu'elles peuvent accueillir parce que, grâce à l'éclairage que vous avez apporté sur ces performances, les entraîneurs, au sens large, quand je dis un entraîneur d'athlétisme, Guy Antanon en est un formidable exemple, mais Olivier finalement a aussi fait ses armes au début avec des athlètes olympiques. C'est les mêmes standards. Et donc il faut que demain les clubs accueillent mieux. Il faut aussi que demain les clubs qui ont en leur sein des sportifs en situation de handicap, parce que ça existe, aient conscience qu'ils peuvent les orienter vers la fédération handisport pour qu'ils puissent se réaliser, s'épanouir et venir gonfler les rangs dans un premier temps des compétitions, des meetings, des championnats de France, parce que ça passe par là. Il n'y a pas que le haut niveau. Le haut niveau, il se bâtit parce qu'on a une assise solide. On parlait de niveau médian avec la placing table. C'est des indicateurs. Demain, si le championnat de France, le 100 mètres T13 se gagne avec un dernier finaliste en 11,80, alors ça n'en fera pas un médaillé, et ça va en faire un challenger qui va pousser Axel Zorzi et qui fera que venir aux France, ça sera déjà une première étape. Et donc, ils seront davantage armés quand ils arriveront sur les compétitions internationales de référence parce qu'il y aura cette émulation de l'ensemble du territoire. Donc non, on n'est pas encore armés, on y travaille. La filière de détection fonctionne, mais elle devrait fonctionner encore mieux. Quand on voit le nombre de catégories, le nombre d'épreuves, nul doute que la France pourrait et doit être en capacité d'avoir plus de sportifs, mais ça passe par une prise de conscience collective. Prise de conscience collective, déjà pour les entraîneurs, parce que comme le disait Guy, je pense qu'il y a un déterminant qui a ne pas négliger, c'est le travail. Beaucoup de personnes pratiquent du sport, beaucoup de personnes rêvent de faire du haut niveau, mais peu de personnes ont conscience du travail que ça implique. Valentin Bertrand, qui a été cité tout à l'heure, il le disait dans un article, ses premiers championnats du monde 2013. Sa première médaille mondiale, 2023. Moi, je l'avais eu sur un stage de détection qu'on appelle le stage jeune à potentiel, c'était en 2010. Donc il met un pied en 2010, il est médaillé en 2023. Rien d'anormal. Mais ce temps long, cette rigueur, ce travail du quotidien, il faut que tous, collectivement, on soit porteurs de ce message-là. Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il y a des contre-exemples aussi avec par exemple Cavacava qui a commencé très récemment. Est-ce que justement vous pouvez aussi viser ce genre de profil-là? Et une deuxième question, viser des sports où on n'est pas présent et où d'autres pays misent beaucoup sur une seule discipline. Je pense par exemple la Suisse sur le fauteuil ou par exemple un pays comme l'Ouzbékistan qui est largement devant nous au tableau des médailles sur les lancers. Est-ce que c'est aussi un axe de travail pour la fédération? Alors, je vais laisser Olivier compléter après. Il faut faire attention aux impressions ressenties sur une compétition. Oui, il y a des catégories, on a l'impression qu'il y a moins de densité. Pour autant, vous avez vu tous les podiums. C'est pas si simple. Avoir un discours qui laisserait à penser que très rapidement on peut faire du haut niveau, ça peut être dangereux. Par contre, tout mettre en œuvre pour identifier un profil qui pourrait, dans un temps court, être en capacité de rivaliser avec les meilleurs, oui, bien entendu, c'est un axe fort. Par contre, dans le message, le travail doit rester le point d'ancrage le plus fort. Après, vous parlez de la Suisse avec Marcel Hugues.
Je pense qu'il faut se méfier dans le sens où je pense qu'en 2012, entre Trésor, Nanto, Asia, on pouvait avoir l'impression que la France avait fait une OPA sur les déficients visuels. Après, en 2012-2016, moi en 2021, Marie-Amélie est sur 4 épreuves et donc à elle seule attire la lumière sur les amputés et donne l'impression que la France a un amputé. Ça reste, je ne vais pas dire un jeu d'opportunité, c'est créer les conditions d'expression de la performance et quand on a des athlètes, savoir les bonifier, savoir les rendre encore meilleurs. Moi, à l'inverse, je pense que aujourd'hui, là, on peut se satisfaire, on en parlait avec Guy et Olivier, sur les 14 jeunes primo-accédants, on a 2 fauteuils, on a 2 lanceurs, on a 2 demi-fondeurs, on a des sauteurs, on a des sprinteurs. Si on fait des embouteillages dans une catégorie, on ne fera pas plus de médailles. Donc on doit continuer à rayonner pour exister sur un maximum d'épreuves. Après, sur la notion de performer à court ou moyen terme, je vais laisser Olivier vous apporter ces éléments vu qu'il est en train de Vitolio en plus. Oui, alors je vais vous répondre par rapport à Vitolio, c'est simple. Moi je suis en Nouvelle-Calédonie, je suis responsable du pôle France de Nouméa, donc athlétisme handisport. En fait c'est simple, en Nouvelle-Calédonie, les sportifs handisport sont intégrés vraiment dans le monde du sport de la Nouvelle-Calédonie. Pour vous donner un exemple, en 2008 et 2012, Pierre Ferbank a été élu sportif de l'année. En France, je ne sais pas si les sportifs ont la reconnaissance qu'ils ont en Nouvelle-Calédonie. Les îles, c'est vrai que c'est tout petit, la Calédonie, c'est 280 000 habitants, et il y a quand même, à un moment donné, 10 sportifs de très haut niveau en Nouvelle-Calédonie, et ils rayonnent, et vraiment, c'est eux qui génèrent la venue des sportifs, enfin des personnes en situation de handicap vers la pratique sportive. Vous voyez, c'est vraiment le haut niveau, la médiatisation, et donc je reviens sur ce que disait Samy tout à l'heure, le fait que vous soyez là, vous mettez vraiment à la une ces championnats du monde. Donc il y a beaucoup de gens qui regardent, que ce soit la télé, les infos, les réseaux sociaux. Donc tout le monde est au courant qu'il y a de l'athlétisme paralympique en ce moment à Paris, à Charletti. Et pour revenir, donc Vitolio, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu son accident de scooter à Wallis après les Jeux du Pacifique, parce qu'en fait il jouait au volley. Il était joueur de volley à Talence, il joue National 1 à Talence. Quand il a son accident, il fait sa rééducation en Nouméa. Et pour rebondir, il vient à la Ligue et il vient me voir parce qu'il me connaissait via les médias, il connaissait Pierre Ferbank, il connaissait ce qui se passait avec Thierry Sibonne qui est lanceur. Il voulait faire du VAR, il ne savait pas quoi faire du volley, mais sauf qu'on n'a pas de volley à Nouméa. Non. Et moi, sachant que c'était un volleyeur, je l'ai orienté naturellement vers le lancer de javelot. Et évidemment, il a des qualités, il a du talent. Donc c'est aussi une histoire de rencontre, c'est une histoire de trouver les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Mais pour ça, il faut savoir que ces personnes existent. Et c'est ce qui se passe à Nouméa. Et je dirais que grâce à vous, grâce à vos reportages, vous allez permettre à plein de personnes de savoir, des personnes en situation de handicap, que bah oui, je suis malvoyant, je peux faire de l'athlétisme, je peux faire de la natation, j'ai un handicap léger, parce que je suis persuadé qu'en FFA, il y a plein de personnes qui font de l'athlétisme, il y a des gens qui font du sport, qui ne savent pas qu'ils peuvent participer à des épreuves handisport ou sport adapté. Ça, c'est la même chose. Hein. À Nouméa, en fait, on a une ligue, on a le sport adapté et le handisport en même temps, et ça fonctionne très bien. J'intègre les personnes de la Fédération sport adapté au sein du pôle France d'athlétisme, et Marc, qui est venu il y a quelques temps à Nouméa, a découvert Michael Peyman, comme ça, hein, d'ailleurs. Hein. Tu as été au centre, tu as été visiter le CAT avec Maria, et c'est comme ça que Michael est arrivé, avec Thierry Wachtin d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est vraiment, plus vous allez parler de nous, en bien ou en mal, hein, comme on disait, hein, peu importe, mais l'important c'est qu'on en parle, et vous allez donner envie à tous ces jeunes de venir faire de l'athlétisme, ou de la natation, ou du bilboquet, ou je sais pas. En tout cas, merci d'avoir posé cette question. Mais en effet, des fois, ça peut être long. Est-ce qu'il y a d'autres questions après? Oui. Vous avez parlé de l'absence de vivier. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Est-ce que c'est ça qui explique le décalage avec d'autres nations européennes, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne? Est-ce que ça se joue sur le vivier, sur la détection, ou est-ce que vous avez aussi parlé de changement de l'accompagnement? Comment on explique le décalage entre les résultats de ces différentes nations? Alors,
L'expliquer, je ne m'y risquerai pas, dans le sens où chaque pays a sa stratégie, chaque pays a sa culture, a son organisation du sport, et c'est tellement multifactoriel qu'il faut être prudent sur ces analyses. Je pense qu'avant tout, c'est à nous de fixer le cap, à nous d'expliquer clairement les règles. Cette année, avec Guy et Olive, quand on a travaillé déjà sur le chemin de sélection, qu'est-ce qu'il faut faire pour prétendre à une sélection en équipe de France? Qu'est-ce qu'il faut faire pour prétendre à intégrer un collectif? De quel suivi je bénéficie? Il faut donner du sens à un athlète, lui permettre de se projeter, d'avoir des étapes intermédiaires. Viser les jeux, c'est bien. Et déjà, on va essayer de gagner le championnat de France. Et après, on va essayer de faire des temps qui nous permettent de rentrer dans des collectifs, de commencer à faire des stages, à travailler, de créer du lien entre son entraîneur et Guy et ses équipes. C'est vraiment, je pense, cette trajectoire sur laquelle on doit travailler encore davantage, la bâtir. Et aussi un autre point, hein. On reste une fédération, et je remercie l'Agence nationale du sport pour son soutien, qui est croissant. Je remercie les partenaires qui sont également présents et qui nous permettent de bâtir des projets, mais pour autant, on partait de loin aussi. On l'a dit, hein, les Jeux de Paris devaient permettre aussi au sport paralympique de se doter, de se renforcer. Et aujourd'hui, chaque euro investi doit être le plus impactant et le plus pertinent. Donc charge à nous de faire les bons choix. On en a déjà fait avec Guy et Olive. Il y en aura d'autres à suivre. On ne va pas les partager ici parce que les annonces seront faites à la rentrée à l'ensemble des staffs et à l'ensemble des athlètes. Mais d'autres changements s'imposent. On regarde un bilan. C'est pas que c'était pas bien avant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à la limite d'un système, place à un nouveau système, et Guy est là pour l'incarner, le mettre en œuvre, et son expérience, son expertise nous est précieuse en ce sens. Question ? Et justement, ça passe par quoi? Ça passe par réduire le nombre, parce que là, vous voulez pas trop. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu? Ça passe par réduire le nombre d'athlètes pour axer sur vraiment la performance. Comment ça va se passer? Alors, je vais laisser la parole à Guy. Moi, j'ai envie de vous dire peut-être rendez-vous en septembre. Ce sera l'occasion d'en parler et de vous revoir. Mais je laisse la parole à Guy. Non, je crois que c'est un peu tôt pour en parler. Il y a des choses qui doivent encore s'affiner. Ça ne veut pas dire qu'on va réduire le nombre d'athlètes. On va peut-être devoir mieux cibler.